Le mois de janvier 1956 fut très mouvementé. C'est en effet au cours de ce mois-là que les autorités françaises décidèrent de frapper durement l'organisation révolutionnaire dans le village. Le 11 janvier 1956, une centaine de militaires, qu'on appelait les bérets rouges ou léopards, vinrent s'installer au village dans la soirée. À leur arrivée, tout semblait normal, et rien ne laissait prévoir qu'un drame allait suivre. Les mouvements de troupes étaient devenus chose courante. Aussi, personne ne se méfiait particulièrement ce jour-là. Pourtant, les léopards n'étaient pas venus en simples visiteurs, mais pour accomplir une mission bien déterminée. Ils passèrent la nuit au commissariat. Le lendemain, la journée étant particulièrement froide, les rues étaient désertes, à part quelques militaires qui se promenaient, cherchant à donner confiance par un sourire ou un mot sympathique aux quelques habitants tout de même sortis ce matin-là. Mais dans la nuit du 12 au 13, ils accomplirent le pire acte de sauvagerie que l'on puisse imaginer. À la tombée du jour, ils pénétrèrent dans les maisons, franchissant les murs à l'aide d'échelles, réveillèrent les hommes qu'ils recherchaient et les emmenèrent, même en chemise de nuit, assurant aux familles qu'il s'agissait d'une simple vérification d'identité. Ils étaient guidés par des Arabes habitants du village. Ils firent ainsi toute la nuit le tour de nombreuses maisons et ramassèrent une centaine de personnes particulièrement connues. Le lendemain matin, les habitants rencontrèrent en sortant de chez eux des soldats qui leur ordonnaient de rentrer et de ne plus bouger pendant 48 heures. Ils avaient établi un couvre-feu de 2 jours. Au cours de ces longues heures d'attente, chacun se demandait ce qui se passait, certains ne sachant même pas que des habitants avaient été enlevés. Après ces 2 jours d'angoisse, le bilan fut d'une dizaine de magasins pillés appartenant aux disparus et de plusieurs familles ayant perdu 4 ou 5 des leurs, et dont il ne restait plus que femmes et enfants. Au lever du couvre-feu, les gens se trouvèrent face à un spectacle horrible. Des morts gisaient abandonnés sur les trottoirs, couverts de traces de torture. Des portes de magasins étaient brisées, des gosses pleuraient dans les rues, cherchant leur père ou leur frère. Tel fut le bilan désastreux de ce 15 janvier. On compta 85 enlèvements. À part une dizaine de personnes retrouvées mortes dans les rues, on n'entendit plus jamais parler des autres. Cette date fut déterminante de par l'ampleur du désastre, mais surtout de par l'attitude qu'adopta la population du village. La coupure devint extrêmement nette entre le petit nombre favorable aux Français et la grande majorité désireuse de venger ces disparus, qui se rallia aux révolutionnaires. Au cours des jours suivants, les maquisards commirent des actes aussi sauvages. Ils savaient que les Français avaient été aidés par des dénonciateurs, mais ne savaient pas qui ils étaient. Ils prirent la responsabilité de tuer, sur de simples impressions, une dizaine de personnes, dont certaines étaient assurément innocentes. Les familles de ces nouvelles victimes se retournèrent contre les révolutionnaires, mais elles étaient bien peu nombreuses face à l'ensemble du village. Tous ces actes ne firent qu'accroître la haine et le déchirement entre les partisans des uns et ceux des autres. Dans le village, on comptait alors une vingtaine de familles encore favorables aux Français.
tandis que toutes les autres leur étaient hostiles, même si une partie d'entre elles ne soutenait pas la cause des révolutionnaires. Dans chaque foyer, il y avait au moins un disparu, mort, maquisard, réfugié hors du village ou prisonnier des Français. Tous les habitants du village étaient donc concernés. Les gens alliés aux Français vivaient sous leur protection. Certains en avaient reçu des armes. Les autres demeuraient dans des maisons gardées par eux. Parmi ceux-ci se trouvaient les fonctionnaires du village et 2 ou 3 ouvriers soupçonnés de collaborer avec les Français. Ils étaient bien protégés et les révolutionnaires ne pouvaient guère les abattre. Par contre, ceux qui étaient favorables aux révolutionnaires étaient exposés à tous les risques, et tout particulièrement les familles de ceux qui avaient pris le maquis. En effet, quand les Français apprenaient la fuite de quelqu'un, ils emprisonnaient souvent un membre de sa famille comme otage. Mais le nombre de maquisards était trop élevé pour que les Français puissent prendre des otages dans chacune des familles. Au cours de l'année 1956, aucun dirigeant révolutionnaire important du village ne fut capturé. De temps en temps, les forces de l'ordre abandonnaient un mort défiguré et faisaient courir le bruit qu'il était un des dirigeants locaux. Pour démentir la nouvelle, le dirigeant en question se montrait au cours d'une réunion dans les jours suivants. Ce jeu se répéta une dizaine de fois. Au début, certains habitants crurent ces bruits, mais peu à peu, ils ne se laissèrent plus prendre à ces tentatives de découragement. Les montagnes, non loin du village, abritaient une population berbère très isolée qu'on appelait les Chaouïas. Ils vivaient de troupeaux de moutons et de chèvres que les enfants gardaient dès l'âge de 5 ou 6 ans et de la fabrication de charbon de bois. Ils étaient très méfiants à l'égard des habitants du village, tout autant que de l'administration française, ne faisant pas nettement la distinction entre les uns et les autres. Ce sont eux qui, dans les premières années de l'insurrection, constituèrent le soutien principal des maquisards. Bien que profitant du climat de terreur qui était apparu, ils aient commencé par commettre un certain nombre d'actes de violence contre la population arabe du village. Par la suite, les dirigeants révolutionnaires réagirent vivement et réussirent à empêcher que la haine ne se développe entre les deux communautés. C'est cette population berbère qui subit le plus durement les premières années de guerre, car c'est dans les zones qu'elles habitaient qu'avait lieu le plus grand nombre d'opérations militaires. Les Français, lors de celles-ci, massacraient les troupeaux, pillaient, tuaient ou faisaient prisonniers les hommes. Pour se protéger, ces derniers avaient installé en permanence des guetteurs, et à leur signal, tous les hommes partaient se cacher dans les grottes. Avant le milieu du début de l'insurrection, les Chaouïas étaient environ 15 000 dans un rayon de 30 km autour du village. 2 ans après, près d'1 millier d'entre eux avaient disparu, soit tués, soit partis dans le maquis. En raison de ces massacres, leur haine ne cessait de croître, ainsi que leur volonté de se battre. Au début de 1957, pour empêcher les hommes de fuir dans la montagne, les Français créèrent des zones interdites à la population dans les secteurs qui lui servaient jusqu'alors de refuge. Des avions surveillaient ces zones et mitraillaient tout être vivant qu'ils apercevaient. Quant à ceux que les Français trouvaient lors des opérations, ils les tuaient ou les emmenaient prisonniers. Les Chaouïas continuaient cependant à y pénétrer, soit pour se réfugier en cas d'opération, soit pour emmener les troupeaux sur des pâturages ou rechercher du bois. Petit à petit, ils n'y allèrent plus que de nuit. La surveillance était devenue trop intense. Cette situation rapprocha les habitants du village et les Chaouïas qui n'osaient plus descendre au village. Les villageois, en apportant du ravitaillement révolutionnaire,
leur en fournir aussi. Les habitants du village n'étaient pas non plus autorisés par les Français à circuler dans les montagnes. Pour permettre à tous, et tout particulièrement aux gens recherchés, de se déplacer sans trop de risques, les révolutionnaires prirent parfois de force les papiers d'identité de tous les habitants. Les jours suivants, les Français emmenèrent un certain nombre d'otages que l'on ne revit jamais au village et ordonnèrent à la population de se faire refaire des papiers en menaçant de mort toute personne qui serait pris par la suite sans papier. À leur tour, les révolutionnaires renouvelèrent leur interdiction. Chacun allait donc se faire refaire des papiers dans le bureau d'administration, car tous étaient pointés au passage, puis ensuite les déchiraient. 2 ou 3 jours après, chaque habitant revenait dire au bureau que les révolutionnaires lui avaient retiré ses papiers. Par ce double jeu, la population était à peu près à l'abri des 2 côtés. Malgré la peur qu'elle avait des Français, elle craignait en effet encore plus les révolutionnaires à ce moment-là. Alors que des prisons, des premiers, on pouvait espérer sortir, les révolutionnaires, eux, punissaient toujours par la mort. Il s'ensuivit une période de quelques mois particulièrement dure pour la population que les 2 camps menaçaient. À cette époque, les révolutionnaires exigèrent de la population qu'elle abatte tous les chiens, car certains de leurs hommes venaient de plus en plus souvent au village de nuit. Ces animaux réveillaient le poste français par leur aboiement. Tout le monde ne suivit pas cet ordre, d'autant plus que les Français interdirent d'abattre les chiens. Après avoir torturé quelques personnes sans trop de résultats, les révolutionnaires décidèrent alors d'interdire de fumer, menaçant les fumeurs d'avoir le nez ou les lèvres coupés. Les gens ne crurent pas trop à ces menaces. Ils avaient accepté de détruire leurs papiers et parfois de tuer leurs chiens, car cela facilitait l'action des révolutionnaires. Mais ils ne comprenaient pas les motifs d'interdiction de fumer. Les révolutionnaires exécutèrent alors leurs menaces et coupèrent le nez à 3 personnes. Quelques jours après ces mutilations, un villageois fut surpris en train de chiquer. Les Fels, nom donné aux révolutionnaires par les Français, lui coupèrent les lèvres. Les habitants du Douar, mot arabe désignant la commune, vécurent alors plusieurs semaines dans l'angoisse, traqués par les 2 camps. Cependant, ils fumaient tous en cachette chez eux, et s'ils devaient quitter leur maison, ils se lavaient pour éliminer l'odeur du tabac. Mais les Fels et les responsables, eux, fumaient librement aux yeux de tous. La nouvelle se propagea dans tout le Douar et provoqua une réaction vive de la part des villageois, réaction qui modifia profondément la tournure prise par les événements. La population déposa une charte auprès des responsables FLN signée par les autorités religieuses et par tous ceux qui jouissaient d'une grande influence, dans laquelle ils dénonçaient les actes criminels commis et invitaient les révolutionnaires à renoncer à leurs menaces, comme celle de l'interdiction de fumer. C'était la première fois que la population réagissait, prenait des responsabilités et des décisions, et face à cette grave crise, les Fels ne purent qu'accepter, comprenant bien que sans son aide, ils ne pourraient arracher la victoire. Les Fels cédèrent donc devant l'opinion publique qui, constatant l'impact de sa décision, se débarrassa de la dictature révolutionnaire. Les Fels n'imposaient plus leurs lois, mais devaient se soumettre à un contrôle de leur activité par un comité représentatif des villageois. Aucun attentat ne pouvait être décidé sans l'assentiment de ce comité. En cas de refus de ce dernier, l'ordre était annulé. La population prit conscience de sa force et du rôle qu'elle pouvait jouer au sein de la Révolution. Certes, cet éveil se fit avec beaucoup de retard, mais à partir de ce moment-là, de nombreuses vies humaines furent épargnées, et surtout la France n'eut plus seulement contre elle les rebelles et leurs collaborateurs, mais tout un peuple. Celui-ci aurait tout aussi bien pu s'allier aux Français si les Fels avaient poursuivi leurs méfaits. Mais ces derniers étaient bien trop rusés pour laisser échapper leur seule chance de réussite. Les villageois en avaient assez de supporter les coups des uns et des autres, et étaient disposés à courir un risque plus grand
au profit de la Révolution, à condition que les rebelles agissent avec discernement et non aveuglement comme auparavant. Pendant plusieurs mois, les relations restèrent tendues entre le comité du village et ceux de la Révolution, à la suite d'un attentat perpétré contre un capitaine de SAS, Service d'action sociale. Attentat dont le projet avait été rejeté par la population qui craignait une répression excessive des forces de l'ordre. Les faits passèrent outre, mais le capitaine en sortit indemne. Poursuivi aussitôt par les Français, l'auteur de l'attentat fut intercepté par la population qui le cacha. La fouille terminée et quelques otages emmenés à la caserne. Les villageois le ligotèrent, le torturèrent et le ramenèrent dans la montagne chez les rebelles en leur assurant que si jamais un tel incident se reproduisait, l'agresseur serait cette fois conduit au poste français. Depuis ce jour où le village montra une ferme détermination, les représentants du comité devinrent leur seul maître et de nombreuses crises furent ainsi évitées.